Il s'appelle Robert Redeker, il est philosophe et français. Depuis quelques jours, il se cache, il se terre, il est menacé de mort. Son crime, il juge l'islam résolument incompatible avec les valeurs occidentales. Il l'accuse d'être une religion de violence et de haine. Pire, elle s'installe chez nous, dit-il. S'honorant d'être la religion des pauvres, elle entreprend de toucher aux valeurs occidentales, la liberté d'expression, l'égalité des sexes. Bref, écrit-il encore, l'islam tente d'obliger l'Europe à se plier à sa vision de l'homme. En Suisse, encore enflée de sa victoire du 24 septembre, l'UDC a repris le flambeau d'une Suisse confrontée au péril d'une religion qu'elle juge elle aussi incompatible. Mais cette fois avec les valeurs suisses, a dit le président du parti, Uli Maurer. Cette affaire part d'un détail, la construction projetée de minarets. Mais même quand on parle détail, le diable n'est pas loin. Au-delà de ces monuments, d'autres questions autrement plus délicates. Les enfants musulmans peuvent-ils échapper aux règles de l'école laïque et publique? Les musulmans peuvent-ils réclamer pour leurs femmes des exceptions à la règle de l'égalité? L'islam, religion qui n'a pas fait son travail de deuil sur son omnipotence politique, est-elle soluble dans l'Europe sécularisée? Et plus encore, dans une Suisse où le seul souvenir d'une guerre civile fut celui qui opposa il y a un siècle et demi catholiques et protestants. Pour en débattre ce soir, Tariq Ramadan, 44 ans. Il aurait pu être footballeur professionnel, il sera professeur de philosophie. Il aurait pu rester fonctionnaire à Genève, il déménage à Oxford, et le voilà commis voyageur de l'islam, en Europe. Le problème avec lui, c'est qu'on ne sait pas s'il met de l'islam dans l'Europe, ou de l'Europe dans l'islam. Face à lui, Yvan Perrin, 40 ans, il aurait voulu être barbouze, il a failli être douanier, l'honneur est sauf, il est devenu policier. Conseiller national UDC, il aurait même pu devenir conseiller d'État à Neuchâtel s'il avait osé. Oser, c'est le problème de ce garçon qu'on dit timide et même réservé. Enfin, ça dépend du sujet. Sur l'islam, il y va, c'est une religion agressive. Bref, Yvan Perrin, c'est « touche pas à ma Suisse ». Bonsoir à tous, bienvenue à nos invités, les musulmans et nous. Comment vivre ensemble? Une émission qui tombe en pleine actualité puisque vous le savez, ce soir, un avion a été détourné dans le sud de l'Italie. Apparemment, les pirates voulaient protester contre la visite prochaine prévue du pape en terre d'islam, en Turquie. Protester également contre les propos du pape sur l'islam et la violence. Tariq Ramadan, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'acte, d'action qui tombe ce soir? Écoutez, c'est stupide, c'est à condamner, c'est le contraire de tout ce qu'il faut faire. Et au contraire, je pense qu'effectivement le pape doit se rendre en Turquie, peut-être pas tout de suite parce que les esprits sont encore échaudés et échauffés, mais je pense qu'il est très très important qu'il se rende en Turquie et qu'il puisse ouvrir le dialogue avec et le gouvernement et la population turque. Yvan Perrin, même question, quelle est votre réaction? Alors, la même que mon contradicteur, c'est peut-être le seul point sur lequel on sera d'accord. J'ai une inquiétude alors de voir que malgré les mesures de sécurité qu'on nous disait excellentes, on peut encore détourner des avions. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Pour le reste, je suis entièrement d'accord avec M. Ramadan. Alors, cette question de l'intégration des musulmans en Europe et en Suisse s'enflamme ces derniers jours. Il y a eu plusieurs déclarations. Je vous en lis une et vous demanderai de réagir. Tariq Ramadan, elle émane du porte-parole de l'UDC suisse qui dit « Il y a incompatibilité fondamentale entre l'islam et nos cultures chrétiennes ». Écoutez, c'est un discours extrêmement dangereux, simplificateur, essentialisant. L'islam, ce serait ça, et on confondrait tout. Écoutez, aujourd'hui, il faut regarder les faits. Et les faits, c'est que des millions de musulmans sont déjà européens, vivent dans les démocraties, vivent dans la laïcité, acceptent la loi et la respectent. Alors on peut continuer à effrayer les gens. Et toute la politique de l'UDC aujourd'hui... Mais pourquoi dites-vous qu'on effraie les gens, que l'UDC effraie les gens? Non, parce qu'effectivement, ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre des anecdotes, on va prendre des situations très précises et on va les généraliser. Alors il se trouve qu'il y a une situation avec un minaret, ça n'est pas possible, l'islam est en train de coloniser la Suisse. Il y a une situation avec une jeune fille quelque part, ça n'est pas possible, toutes les jeunes filles, toutes les musulmanes mettent en péril notre identité.
l'identité. Ce travail de l'anecdotique à la généralisation est exactement le processus mais qu'on a connu dans toutes les immigrations et chaque fois qu'on a produit du racisme. Il s'agit de prendre un cas et de dire ils sont tous comme ça. Un noir, c'est tous les noirs. Un arabe, c'est tous les arabes. Un musulman, c'est tous les musulmans. Et l'UDC surfe sur ceci et c'est le plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle tous les jours de l'islam et donc pour pouvoir gagner des électeurs, on entretient la peur et à partir de la peur, on attire les électeurs. Et ça, c'est dangereux. Vous êtes un parti dangereux pour l'avenir pluriel de la Suisse aujourd'hui. Alors Yvan Perrin, on va vous permettre d'abord une question. Est-ce que vous signez ce type de déclaration qui émane donc là du porte-parole de l'UDC suisse, qui relaie d'autres, notamment de votre président? Est-ce que vous signez, vous? Je vais expliquer, j'y souscris pas totalement, je vais vous expliquer pourquoi. Je relève que c'est intéressant que M. Ramadan considère que je suis dangereux, j'en ai exactement de même à son endroit. Faut voir votre parti, je ne parlais pas de vous, je ne vous connais pas. D'accord. Alors, il est vice-président d'un parti. Le point de vue que vous défendez. Il faut voir, il y a deux choses dans cette problématique. Nous avons la religion musulmane qui est pratiquée comme les autres religions se pratiquent, de manière privée. C'est une question de foi qui ne pose aucun problème à personne. Et puis, il y a une composante essentielle du Coran, c'est cette composante politique. La composante qui l'emporte actuellement, c'est le wahhabisme, qui n'est pas la composante la plus progressiste de l'islam. Et cette composante l'emporte, pourquoi? Parce qu'elle a des moyens phénoménaux, elle est subventionnée par l'Arabie saoudite, c'est un budget de l'ordre de 12 milliards de dollars par année. Et cette composante souhaite intervenir au-delà de la sphère privée, dans la société. Elle souhaite apporter une composante politique à la société. Et les valeurs que cet islam réclame entrent en conflit avec les valeurs démocratiques. Et alors là, c'est pas l'UDC qui le dit, M. Ramadan, c'est la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 13 février 2003, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a admis que le gouvernement turc était fondé à interdire le REFA, le Parti de la prospérité, eu égard au fait qu'il réclamait l'instauration de la charia. Et cet arrêt a été rendu... Attendez. C'est un mélange absolu. Attendez. Répondez peut-être à M. Ramadan qui estime... D'abord, M. Ramadan, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a incompatibilité entre l'islam et nos cultures? Non, on a le droit de le dire, ensuite il faut le prouver. D'accord. Alors La Cour européenne des droits de l'homme l'a admis. Et la Cour européenne... Elle n'a pas parlé de l'islam, elle parle d'un parti politique. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et en plus, vous êtes en train de parler du wahhabisme qui serait majoritaire. Alors, de deux choses l'une. Soit vous ne connaissez absolument pas les statistiques qui concernent le monde musulman et les communautés musulmanes en Europe, et en particulier en Suisse, et vous sauriez qu'en Suisse, il est nettement minoritaire ce courant, et que la majorité, qui sont bosniaques d'ailleurs, ils ne sont pas wahhabites les bosniaques, à moins que je vienne de la planète Mars, mais il faut dire des choses sérieuses. Il ne faut pas entretenir des propos comme ceci. Ce que vous venez de dire est fondé sur rien. Alors vous avez le droit de dire ce que vous voulez dire, mais il faut le prouver avec des arguments. Il faut être sérieux. Ici, on est en train de vivre quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. La nouvelle naissance d'un nouveau type de racisme anti-musulman par la stigmatisation et la catégorisation sans aucune preuve. Attendez, pourquoi dites-vous que l'UDC est raciste? Sur la base de quoi dites-vous ça? Parce que dans le fond, on a le droit aussi de dire qu'il y a incompatibilité, c'est une opinion. Pourquoi dites-vous que l'UDC est raciste? Non, parce que tout le discours qui se construit, celui, comme je l'ai expliqué, de l'anecdotique et qui généralise, il est en train de dire, regardez, il y a un des membres de votre parti qui dit l'islam est incompatible. En fait, c'est essentialiste. C'est l'islam et donc les musulmans ne peuvent pas vivre, en fait, dans la démocratie à une seule condition. Il pourrait le faire s'il devenait moins musulman. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, un musulman, de fait, parce qu'il est croyant ou qu'il est pratiquant, ou simplement parce qu'il serait musulman sans forcément être croyant, devrait laisser ses croyances de musulman pour faire acte d'allégeance à la démocratie. Je vous dis exactement le contraire. Je vous dis aujourd'hui qu'on peut être les deux à la fois. Je suis parfaitement musulman et parfaitement suisse, parfaitement intégré. Je parle votre langue, je suis de votre culture et je construis avec vous votre pays, que vous le vouliez ou non. Et je ne suis pas incompatiblement identifié à la démocratie. On va permettre à M. Perrin de répondre. Je suis fort aise de la preuve, mais alors pourquoi entend-on régulièrement des requêtes visant à la suppression de la mixité dans les écoles? Ça vient comme... Régulièrement? Ah oui, c'est une requête qui vient très régulièrement de l'Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse. Nadia Carmouz réclame régulièrement la suppression de la mixité dans les écoles et elle se félicite que ce sera la réalité dans une dizaine d'années. S'agissant du wahhabisme, je vous donne volontiers acte que je ne connais pas l'islam aussi bien que vous. Ceci dit, s'il y a une chose qui est claire pour tout le monde, c'est qu'effectivement l'Arabie saoudite
est le grand supporter et le grand sponsor du wahhabisme. Et avec 12 milliards de dollars par année, il est bien évident qu'ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Vous parliez de la Bosnie. On vous a dit qu'il était minoritaire en Suisse. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Les mosquées qui ont été... Voilà, mais voilà. Attendez, on va permettre à M. Perron de répondre. Laissez-moi finir, je ne vous ai pas interrompu. Les mosquées qui ont été reconstruites après les événements des Balkans ont été financées par l'Arabie Saoudite et ce sont des islams wahhabites ce sont des prêtres des religieux wahhabites qui professent des imams, qui professent dans ces mosquées. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident que le sponsor attend un retour sur investissement. Alors c'est un fait, M. Ramadan. Très clair. L'UDC, encore une fois, parti gouvernemental, a décidé maintenant de parler, de thématiser, comme on dit, cette question de l'intégration des musulmans. Mais quelles sont vos craintes? Alors, les craintes, c'est que justement, on ait des demandes, des requêtes qui dépassent le cadre de la Constitution. Nous avons en Suisse une Constitution qui octroie des devoirs et des droits aux gens. Les devoirs aussi, on l'oublie de temps en temps. Pour tout le monde, juifs, chrétiens, musulmans, sikhs, hindous, tout le monde. C'est un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, chacun peut se mouvoir comme bon lui semble. Simplement, on se rend compte que régulièrement, certains musulmans, Mais donnez-nous des exemples, parce que dans le fond, en Suisse, on a dit officiellement, il y a 340 000 musulmans, il n'y a pas de ghetto, il n'y a pas de menace de mort. Apparemment, tout semble se passer relativement bien. Pourquoi votre parti a décidé aujourd'hui de mettre l'accent sur une problématique? Parce que exemples. Cette problématique devient de plus en plus visible. On parlait tout à l'heure du minaret. Vous citiez un article du Matin où effectivement le comportement de M. Scherer se distingue pas par une intelligence particulière, j'en conviens volontiers. Mais la question des minarets, c'est une question fondamentale pour notre pays. Doit-on, oui ou non, admettre la construction de minarets en Suisse? C'est une question que nous devons nous poser. Et l'UDC, nous répondons résolument non. Alors, monsieur... Alors, juste une chose, qu'on se mette bien d'accord sur le discours citoyen. Il y a une loi, et cette loi est contraignante pour tous. Et il faut la respecter. Et tous les citoyens doivent la respecter. Jusqu'à preuve du contraire, la quasi-unanimité des citoyens suisses de confession musulmane ou des résidents musulmans dans ce pays respectent la loi. Ce à quoi vous faites allusion, c'est des cas particuliers où effectivement on peut et l'on doit entrer en dialogue avec des personnes parce qu'il faut faire respecter cette loi. La première des choses, concernant le minaret, par exemple. Pour ce qui me concerne, je pense, et j'ai répété, et je l'ai dit publiquement, ce n'est pas une obligation de l'islam d'avoir un minaret, on pourrait faire sans. Mais du point de vue de la loi suisse, est-ce que vous pouvez me citer une loi qui interdit à une communauté religieuse d'avoir un lieu de culte qu'elle déciderait de construire à la façon dont elle le voudrait? Alors, Monsieur Perrin. Alors, effectivement, il n'y a aucune loi qui attendez. Non. On peut changer les lois aussi. Oui, dans le sens de la restriction, parce que la présence de l'autre nous gêne. Il n'y a aucune loi qui interdit la construction de minarets. Je constate simplement que là où il y a eu des velléités d'en construire, la population était contre. Et c'est la démocratie. Et si d'aventure vous souhaitez construire des minarets, eh bien, vous pouvez le faire si la population est d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la Suisse, l'Europe en général, mais la Suisse en particulier, a une tradition judéo-chrétienne. Et vous souhaitez construire des minarets... Puis-je vous poser une question? Attendez, vous souhaitez construire des minarets en Suisse, alors qu'en Arabie Saoudite, en Iran, la simple possession d'une Bible est passible de la peine de mort. Vous réclamez la réciprocité que vous n'accordez pas aux chrétiens. J'ai jamais. C'est pas cohérent comme Attendez, on va parler. Moi, je vous demanderai. On va parler des minarets, on va parler de l'islam, religion européenne ou non. J'aimerais simplement que notre site, vous parlez de notre site infrarouge.tsr.ch, où les discussions ont été très très vives à la suite de ce débat. La preuve qu'il faut en parler. De l'intégration des musulmans. Je vous demanderai à l'un et à l'autre de réagir très rapidement. Pour vous, Tariq Ramadan, cette citation, n'importe quel citoyen vivant en Suisse doit respecter d'abord et avant tout les lois suisses. Là, nous devons être d'une intransigeance sans équivoque. Est-ce que vous signez ou pas? Absolument, et je dis que des millions de musulmans le prouvent, des milliers en Suisse et des millions en Europe. Et pour vous, Yvan Perrin, le problème n'est pas l'islam aujourd'hui, mais l'islamophobie. Ceux qui jettent de l'huile sur le feu, comme l'UDC, font preuve d'une attitude irresponsable. Que dites-vous? Je réponds simplement que nous réaffirmons un certain nombre de valeurs. Et M. Ramadan l'a dit tout à l'heure, il faut entrer en négociation avec ceux qui les combattent. Non, précisément pas. On n'entre pas en négociation, on réaffirme un cadre. La place de la femme dans la société, elle n'est pas négociable. On n'entre pas en négociation avec des gens qui souhaiteraient le port obligatoire du voile. C'est pas négociable, point barre. La Constitution est là et elle se négocie pas. Et c'est justement la force de cette idée d'entrer en négociation. Et chaque fois qu'on négocie un petit bout, c'est une perte de nos valeurs. Chaque fois.
Rapidement, ou bien je vais peut-être passer la parole à d'autres personnes, parce que nous avons invité ce soir, il y a 340 000 musulmans officiellement recensés en Suisse, la troisième religion de Suisse. Alors nous avons ce soir invité, outre Monsieur Ramadan, un certain nombre de représentants de cette communauté qui est très hétérogène. Ali Benouari, bonsoir. Je précise que vous venez de fonder ici à Genève une association des musulmans laïcs de Suisse. D'abord, musulmans laïcs, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a un problème. Votre micro, monsieur, votre micro. Il y a un problème de concept qui se pose. C'est pour ça que notre association s'appelle non pas Association de musulmans laïcs, mais Association suisse, d'abord, de musulmans pour la laïcité. D'accord. N'est-ce pas? Cette précision conceptuelle est enlevée. Je peux vous donner la définition, je peux vous dire pourquoi nous sommes faits. D'abord, négativement, ce que nous ne sommes pas. Notre association n'est pas une association religieuse. Notre association ne cherche pas à promouvoir le repli communautaire. Bien au contraire, nous sommes ouverts, nos membres sont ouverts sur la société. Ce que nous sommes, par contre, c'est une association de musulmans résidents en Suisse, donc ouverte à tous les Suisses, à tous les musulmans, pardon, établis en Suisse. Mais quels sont, attendez, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont? Pourquoi avez-vous cru bon aujourd'hui de fonder cette association? L'article 2 de notre association prend l'intégration citoyenne des musulmans suisses, des musulmans établis en Suisse sur une base laïque. C'est un seul article, c'est très court, mais pour nous très éloquent. Et puis j'ajoute que nous nous situons dans la tradition libérale, humaniste et laïque de la Suisse et singulièrement de Genève. Voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous ne sommes pas. Si vous permettez, vous m'avez proposé avant le débat d'être confronté éventuellement aux thèses de M. Ramadan. J'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait des divergences avec les thèses entre nous, notre association, et les thèses de M. Ramadan. Nous explorons chacun probablement des voies différentes, des champs différents. Il est islamologue. Il est philosophe, il est penseur. Et j'ai souhaité, pardon, et en revanche, j'ai souhaité ardemment être opposé, confronté à M. Yvan Perrin. Et en tant qu'ancien collègue de parti, puisque j'étais à l'UDC, j'étais secrétaire général ad interim en 2001-2002. D'accord. J'étais candidat au Grand Conseil. Vous êtes opposé à ce que réagissez à ce qu'a dit tout à l'heure M. Tout à fait. Si je signale, si je développe tout cela pour dire d'abord que j'ai quitté l'UDC pour cause avérée de racisme, d'islamophobie, je pèse mes mots. C'est la raison pour laquelle je considère que ma présence ce soir n'est pas superflue. Donc je dis, nous ne sommes pas une association religieuse. Nous sommes pour l'intégration citoyenne. Attendez, Monsieur Benoît, vous avez dit deux choses qui sont extrêmement graves. Vous dites que vous étiez effectivement ancien secrétaire général ad interim de l'UDC, vous avez quitté ce parti, vous avez dit que c'est un parti raciste. Alors vous avez en face de vous le vice-président de ce parti, adressez-vous à lui et dites-lui ce que vous lui reprochez. Je reproche à l'UDC et à tous les partis qui lui ressemblent en Europe et au-delà de l'Europe. Je lui reproche de surfer sur la peur. L'UDC cherche à se faire peur et à faire peur aux autres. En quoi? Donnez des exemples. En quoi? Prenons la question des minarets. Tout le monde sait. J'ai interrogé M. Guesmi, il s'est présent tout à l'heure, comme j'aurais pu interroger M. Ramadan et d'autres spécialistes en religion, ce que je ne suis pas. Si le minaret était absolument indispensable aux mosquées, la réponse a été non. Alors pourquoi fantasmer sur les minarets? On peut multiplier les exemples. Sur le voile, etc. Voilà, on va permettre à M. Perrin de vous répondre. Mais alors, si les minarets sont à ce point anecdotiques, pourquoi les demander? À ma connaissance, ce n'est pas les chrétiens qui ont demandé à ce que vous construisiez des minarets. Donc, si vous attachez une pareille importance à la construction de minarets, c'est qu'il y a quand même une raison, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez pas demandé. Ce n'est pas nous qui avons demandé. Nous sommes simplement opposés parce que nous y voyons une mainmise physique de l'islam sur une terre judéo-chrétienne. C'est ça, c'est un symbole. Je peux répondre? Non, c'est M. Ramadan qui va répondre. Attendez.
Ce sont des concitoyens. Ils sont suisses comme vous et ils doivent être liés à la même loi que vous. Aujourd'hui, ceux qui parlent contre la loi, c'est pas les musulmans, c'est pas les citoyens, c'est vous qui parlez contre la loi. La loi suisse permet la construction. Donc c'est une question de principe. Je dirais moi, n'en faisons pas, à l'intérieur de la communauté musulmane, n'en faisons pas un sujet de débat, mais je m'élèverai contre votre lecture de la loi, qui est une lecture de la loi qui n'est pas citoyenne, qui n'est pas démocratique, qui n'est pas suisse. Vous ne lisez pas la loi telle qu'elle est, puisque la loi ne l'interdit pas. Alors ne venez pas nous donner des leçons de constitution et de constitutionnalisme. Ce que vous faites est contre la loi. Et pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que vous entretenez la peur. Et moi, je vais prendre un exemple de racisme, d'entretien de cette peur. Toute votre campagne il y a quelques années de dire dans quelques années, la Suisse sera majoritairement musulmane. Ils nous colonisent. Ils sont en train de venir peu à peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce fantasme que vous êtes en train d'entretenir? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez envie que la loi change. Vous n'avez pas envie de respecter la loi. Et vous avez envie que la loi change pour qu'elle soit plus restrictive à l'endroit de vos concitoyens. Juste sur cet aspect des choses, les minarets sont le symbole d'une propagation de l'islam en terre chrétienne. C'est quelque chose qu'on lit dans les papiers. Mais c'est le contraire. Quand on est citoyen d'un pays, et qu'on est de confession musulmane et qu'on construit une mosquée, on est en train de dire le contraire de la colonisation. On est en train de dire on est chez soi. C'est-à-dire je vis ici, c'est chez moi. Mais je suis chez moi. Vous allez me mettre où? Vous allez me renvoyer où? C'est un symbole. Le minaret, c'est un symbole. Comme le clocher. Oui, la différence, c'est que le clocher, c'est un symbole chrétien sur une terre chrétienne. Le minaret... Mais qui a dit que la Suisse était une terre chrétienne? Et les athées, ils sont où? Oui. Et les protestants, ils sont Monsieur Ramadan, où? Et les juifs, ils sont Monsieur Ramadan, beaucoup de gens le disent, et à commencer par la conseillère fédérale Madame Leuthardt, qui, alors qu'elle était présidente du PDC, a dit la Suisse est une terre chrétienne, il faudra l'admettre. Mais c'est pas une terre chrétienne, c'est une terre qui historiquement a une tradition chrétienne, judéo-chrétienne, athée également. Et aujourd'hui, il y a des musulmans. Il faut vivre avec l'histoire. Il faut pas nous parler d'une Suisse qui n'existe plus. C'est fini aujourd'hui. Je suis citoyen suisse comme vous. Vous pouvez pas me mettre à l'extérieur. Et comme je suis citoyen suisse de confession musulmane, qu'est-ce que je suis? Je suis un faux Suisse. Alors moi, j'aimerais avoir une autre voix. Vous voulez rapidement répondre? Vous êtes un Suisse comme... Il y en a à peu près 7 millions dans ce pays, sans aucun problème. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la construction d'un minaret pour une terre judéo-chrétienne, c'est le symbole de l'avancée de l'islam sur nos terres. De la présence de l'islam. De l'avancée. Non, de l'avancée. C'est simplement, on avance gentiment, progressivement, et on entre dans le paysage. Et la colonisation, elle vient pas dans ce sens-là. Vous vous trompez de sens. La colonisation, elle s'est faite dans un autre. J'aimerais entendre encore une autre voix de la communauté musulmane de Suisse. C'est Madame Lumturi Odjani, votre nom est difficile à prononcer, vous êtes directrice de l'Université albanaise de Genève. D'abord, est-ce que vous vous sentez concernée par ce débat qu'on vient d'entendre, par les propos de M. Perrin? Alors, en tant qu'Albanaise, je peux le dire clairement que je ne me sens pas du tout concernée. Et si je suis là, je suis par rapport à la religion des Albanais. Et de parler de notre histoire. C'est-à-dire, nous sommes un peuple qui a les trois religions, musulmans, catholiques et orthodoxes, qu'ils ont toujours vécu dans le respect réciproque. Pour nous, la religion, c'est une affaire privée. Ce n'est pas une affaire familiale. Ce qu'on parle ici, j'aimerais dire aussi que nous sommes l'un des plus anciens peuples d'Europe, les Illyriens, et c'était l'empereur Constantin, l'empereur illyrien, qui a autorisé l'exercice du foi chrétien, et nous avons donné au monde aussi 2 papes albanais, pour dire que nous avons une histoire de 1500 ans de chrétienté, et une majorité des Albanais sont de confession musulmane. Mais la religion chez nous, c'est une question privée. Il n'y a jamais eu de guerre, et c'était toujours, il y a eu des mariages mixtes, et on a vécu toujours dans le respect réciproque. À propos des minarets, à mon avis... Attendez, à propos de l'intégration, parce que la communauté albanaise est très importante en Suisse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème d'intégration? Est-ce que vous vous sentez, par rapport à cette problématique qui a été lancée par l'UDC, concerné? Alors, je ne me sens pas concernée par cette problématique en tant que musulmane, mais je me sens concernée en tant qu'étrangère. Et là, c'est la différence. Parce que ce que je vois chaque jour, je vois qu'on les utilise, les étrangers, et on le met dans la catégorie des profiteurs et des criminels. Et là,
Il y a vraiment un problème de société qu'on doit discuter ensemble et trouver des solutions ensemble par rapport à ça. Et pas de parler des choses et de mettre des faux problèmes sur le tapis qui n'existent pas réellement. Monsieur Geninaska, vous êtes Charles Geninaska, coordinateur roman de l'ASIN, l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, et vous avez dit finalement ces problèmes religieux, c'est pas le propre de notre association, mais nous sommes le lobby des valeurs suisses et nous nous sentons aujourd'hui attaqués dans ces valeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se dire? Tout à fait, oui. Alors j'aimerais d'abord saluer la participation de Madame et je partage, je pense qu'on peut dire nous pouvons partager l'essentiel de ce que vous dites. Par contre, en venant ce soir sur ce plateau, je m'attendais à être face à un brillant esprit, Monsieur Ramadan. Et je vois quoi? Je vois un homme qui provoque plus de 25% des Suisses qui votent UDC ou qui ont de la sympathie pour ces idées-là. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vouloir, vous prétendez Suisse, vous êtes Suisse, mais vous avez 25% des gens qui votent comme des racistes. Alors ça, je trouve que c'est déjà fantastique. Là, je vous remercie déjà. C'est déjà un message puissant que vous donnez de tolérance, monsieur. Faites la différence entre un parti. Et ce que je veux simplement dire, Madame Jean, c'est que quand on voyage à travers le monde, c'est très difficile de trouver des valeurs communes. Mais en général, le respect de l'autre et la tolérance sont les meilleures valeurs humaines sur lesquelles on peut compter pour se parler, pour dialoguer. Et nous partageons totalement votre point de vue, cet appel au dialogue. Mais venir se faire insulter, comme vous venez de le faire sur ce plateau, depuis le début de l'émission, je trouve que c'est, pour ma part, absolument intolérable. Bon, et vous représentez l'Asie, n'est pas l'UDC. En l'occurrence, vous représentez l'Asie. Non, madame, je pense que je parle comme un Suisse sensé qui écoute monsieur peut réagir. Monsieur Ramadan. Et il ne faut absolument pas provoquer. Je trouve que c'est une provocation. Est-ce que vous partagez cette opinion qu'il y a incompatibilité fondamentale entre l'islam et les valeurs chrétiennes? J'aimerais demander à M. Ramadan, mais je suis trop content d'avoir la parole, quelles sont les trois valeurs qu'il prête à l'Occident, à notre culture occidentale. Alors, si nous ne sommes plus de culture chrétienne, où va-t-on? En tout cas, nous sommes de culture occidentale. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, j'aimerais quand même rappeler, la liberté religieuse. Je vous signale que des chrétiens sont massacrés ou empêchés de parole aux quatre coins du globe. On ne va pas faire la liste des pays, elle est large. Bon. Ça ne concerne pas la communauté musulmane de Suisse, on est bien d'accord. C'est pour ça que je m'adresse à Madame, qui représente, parce que vous disiez 340 000, 35 000 pratiquants et beaucoup moins qui posent problème. Évidemment, pratiquement rien qui pose problème. Mais c'est malheureusement ceux qui posent problème qui ont toujours la parole. Mais qu'est-ce qui pose problème en Suisse? C'est bien la question, on va pas parler. Je vais revenir sur les valeurs fondamentales de notre pays. La liberté religieuse, ça me paraît à respecter et à tolérer au minimum. Donc il faudrait laisser construire des mosquées, par exemple. C'est anecdotique à ce moment-là. C'est anecdotique. Totalement anecdotique. Deuxièmement, les droits de l'homme. Et puis finalement aussi quand même le statut de la femme. Parce que je trouve quand même extraordinaire que nous nous battions en Suisse depuis longtemps pour que la femme ait sa place dans la société et de voir des gens qui en sont à réduire la femme à l'état actuel, c'est scandaleux. Mais en quoi ces valeurs sont-elles menacées aujourd'hui en Suisse? Les extrémistes, monsieur. En quoi ces valeurs sont-elles menacées aujourd'hui en Suisse? C'est bien ça la problématique. Je pense totalement, je rejoins totalement les thèses de monsieur, enfin les thèses, non, l'opinion. Non, ne souriez pas, c'est pas drôle. C'est loin d'être drôle. La Suisse vous regarde aussi, vous savez, monsieur. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que je pense comme Lénine, que ce qui est à nous, seul le reste est négociable. Voilà. D'accord. Vous voulez répondre? Oui, j'aimerais bien répondre à cela. D'abord, la première chose que j'ai prononcée, c'est qu'effectivement, le parti, l'UDC, promeut des thèses racistes, et je le maintiens. Maintenant, je n'ai pas dit que ceux qui votaient UDC, parce que je pense que vous êtes un parti populiste, donc il y a des gens qui sont... Il n'est pas UDC. Non, mais vous votez UDC manifestement, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, non, je comprends rien à la Suisse. Mais simplement, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est exactement ce à quoi nous venons d'assister, c'est-à-dire cette généralisation. Vous partez de situations qui sont nos valeurs, et vous laissez entendre que les citoyens suisses ou les résidents en Suisse de confession musulmane sont opposés à ça. La liberté religieuse, nous la défendons. Oui, bien sûr. Et je suis...
Oui, en Indonésie, oui. La religieuse qui s'était Attendez, on parle de Suisse, là, on parle de Suisse. On mélange pas tout, on parle de Suisse. Moi, J'aimerais juste terminer là-dessus, parce que vraiment, là, c'est vraiment l'amalgame. Vous passez d'un pays à l'autre quand ça vous arrange. J'aimerais dire simplement une chose, parce qu'on vient d'avoir une intervention qui est importante et sur laquelle joue également l'UDC. On a aujourd'hui une migration qui vient d'Albanie, qui vient du Kosovo. Et c'est une migration étrangère. Et très, très souvent, pour entretenir justement cette peur de cette migration, on la stigmatise comme musulmane. Or, les problèmes sont sociaux, ils n'ont rien à voir avec la religion. Mais le plus facile, c'est d'essentialiser le problème pour dire, regardez, les musulmans apportent les problèmes dans nos sociétés. C'est une rhétorique qu'on connaît, c'est la vieille rhétorique qu'on avait il y a plusieurs années de cela avec les Italiens, avec les Espagnols. Vous nous refaites la chanson de ce que nous avons connu comme thèse opposé à l'étranger, opposé à l'immigration. Et aujourd'hui, le plus facile, c'est de s'opposer à l'islam parce que ça fait vendre et ça attire de l'électeur. Rien dans mes propos ne va dans ce sens. Monsieur Maximilien Bernard, vous faites partie de l'Union démocratique fédérale. Vous en êtes le secrétaire général roman. Vous avez 2 parlementaires, 2 députés au Parlement à Berne. Vous êtes un parti politique d'inspiration chrétienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue? Est-ce qu'il y a véritablement, comme on commence à le dire, incompatibilité entre les 2 cultures? Alors je suis donc favorable bien sûr au dialogue interreligieux. En tant que représentant de partis d'obédience chrétienne, je tiens à dire que nous sommes aussi attachés au principe de croyance et de culte. Nous respectons les musulmans au même titre que n'importe quel autre individu, indépendamment de son appartenance religieuse. En tant que parti effectivement d'obédience chrétienne, nous nous opposons à la reconnaissance au fond à la reconnaissance étatique de l'islam pour 3 raisons. Tout d'abord parce que nous estimons effectivement que... Attendez, personne ne le demande pour l'instant, la reconnaissance étatique. Écoutez, c'est pas les informations que j'ai. Donc simplement, j'aimerais positionner notre parti à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas les informations que vous avez? Alors j'ai d'autres bruits, comme quoi certaines associations seraient en passe de demander une reconnaissance officielle ou des gens, ou des individus. Maintenant, j'aimerais simplement dire la raison pour laquelle nous sommes opposés à cette reconnaissance. Tout d'abord parce que nous estimons que l'islam est contraire à l'état de droit, notamment par le fait qu'elle confère aux femmes un statut d'infériorité. Il y a 2 exemples. Le droit d'héritage, par exemple, où la femme et l'homme ne sont pas mis sur pied d'égalité. Et la deuxième raison est la valeur du témoignage devant les tribunaux, où la valeur d'un témoignage de la femme n'est pas égale à celle de l'homme. La deuxième, mais ça, c'est pas en Suisse, on est d'accord. Hein. On est d'accord, mais simplement, ça fait partie tout de même des raisons pour lesquelles on s'y oppose. Deuxièmement, nous estimons que certains islamistes radicaux essayent, en tout cas, œuvrent dans les milieux les plus modérés, que certainement, passablement d'entre vous représentent, pour tenter de vous influencer. Et là, c'est un risque qu'on ne prendra pas. Et troisièmement, c'est pour le principe de réciprocité. Nous ne sommes pas d'accord d'entrer en matière sur une reconnaissance officielle de l'islam, mais par conséquent également pour la construction du minaret, puisque nous n'avons pas, nous, la possibilité, en tant que chrétiens, de pouvoir construire des édifices librement dans les pays arabes et de pouvoir nous rassembler librement sans avoir crainte pour nos vies. Yvan Perrin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est essentiel. C'est essentiel. On réclame pour soi des facilités qu'on n'octroie pas aux autres. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quel est mon rapport avec l'Arabie Saoudite? Attendez, laissez-le finir. Monsieur Ramadan, vous connaissez l'islam beaucoup mieux que moi. Vous savez que l'Oumma est une et indivisible. On est bien d'accord? Je suis un citoyen suisse, parlez-moi en Suisse. D'accord, mais vous êtes un musulman. Et vous savez que la communauté des croyants, l'Oumma, est une et indivisible. C'est quelque chose qui figure dans un rapport de l'organisation. Je veux dire, en plus, c'est même pas vrai. Quel est le rapport? Attendez, laissez finir. Quel rapport? Le rapport, c'est que cette universalité de l'Oumma concerne la Suisse, concerne Téhéran, concerne Riyad. C'est une unicité religieuse qui travaille dans un seul but, c'est la propagation. Attendez, on va essayer, c'est important ce que vous dites. Donc vous êtes en train de dire, Monsieur Perrin, que les musulmans de Suisse ou les musulmans suisses ne sont pas de vrais citoyens, ne peuvent pas être citoyens suisses? Si, dans l'immense majorité, oui. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une petite partie d'extrémistes qui se sont glissés à l'intérieur de la communauté. Jusque dans les années 80, il y avait des musulmans suisses, on ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient leur foi, comme Madame l'a dit, de manière privée, ça posait aucun problème. Il y a eu les événements des Balkans, on a vu arriver des gens radicaux, qui sont arrivés avec des requêtes, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ceux qu'on entend le plus, on entend même que ceux-là,
et qui se sont autoproclamés ambassadeurs exclusifs de l'islam. Ils ont pris en otage l'entier de la communauté, plus personne n'ose rien dire. Et si d'aventure quelqu'un s'élève là contre, on l'a vu avec le cas de M. Attendez, Redeker. donnez-nous des exemples, parce que là, on est dans les généralités. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de musulmans qui auraient pris en otage une communauté qu'on entend ce soir s'exprimer largement avec différents points de vue? Eh bien, le fait qu'on n'entend qu'une seule voix, c'est la première fois que j'entends des musulmans laïcs s'exprimer. Voilà. C'est extrêmement rare. C'est la première fois depuis que... Je suis un musulman qui défend la laïcité. Où est le problème? Oui, justement. Vous fonctionnez de manière très efficace avec votre frère. C'est un peu le... Non, vous ne me parlez pas de mon frère ou de Jules de chez Schmitt d'en face. Vous me parlez de ce que je suis en train de vous dire. Je ne crois pas vous avoir coupé la parole. En fait, ça fonctionne comme dans les films policiers, le bon et le méchant. Votre frère arrive... exprime le caractère purificateur de la lapidation des femmes adultères. Ça provoque un tollé. Attendez, par raison. Ouais. Et puis, juste après, vous passez pour expliquer qu'en fait, c'est difficilement praticable parce que... D'abord, je ne dis pas ça et vous ne caricaturez pas mes propos. Laissez-moi finir. Je vous pose une question extrêmement claire. Je suis un citoyen suisse. Vous ne commencez pas à construire sur... Parce que tout votre discours est dans la généralité. Et quand on vous pose des questions précises, on n'a pas de réponse. Je termine mon propos. Des réponses précises. Je termine mon propos. Aujourd'hui, les musulmans posent-ils un problème dans la réalité de leur rapport au droit suisse? Des réponses précises, s'il vous plaît. Je termine mon propos et je réponds à votre question. Et vous passez ensuite, pour dire que c'est difficilement praticable, et vous passez pour un intellectuel éclairé. À présent, le problème dans le droit suisse, c'est les revendications d'une petite partie de votre communauté, je dis bien d'une petite partie. Lesquelles? Est-ce que vous pouvez être précis, s'il vous plaît? Oui, la suppression de la mixité dans les écoles, par exemple. Pour moi, c'est faux. Mais il n'y a absolument personne qui demande ça. Là, on est tous dans les écoles publiques, il n'y a même pas d'école privée réelle, on est tous dans les écoles publiques. Qui a demandé à ce qu'on sépare les filles des garçons? Vous ne connaissez pas l'association culturelle des femmes? Mais elle a peut-être demandé une ou deux fois, je ne le sais même pas. J'aimerais d'ailleurs vérifier ce que vous êtes en train de dire, parce que de la façon dont vous vous exprimez, vous n'apportez pas la preuve de ce que vous dites. Il n'y a pas aujourd'hui... Attendez, oui, ben justement, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'association musulmane sérieuse sur le terrain suisse qui ait demandé la non-mixité dans les écoles. Il n'y a pas d'association musulmane en Suisse aujourd'hui qui ait demandé quelque chose qui ne soit pas en accord avec le droit suisse. Donnez-moi un exemple d'une association qui l'ait demandé, clairement. Alors, j'en déduis donc de votre propos que l'association culturelle des femmes musulmanes de Suisse... Mais apportez-moi les preuves de ce que vous dites. N'est pas une association sérieuse. Apportez-moi les preuves de ce que vous dites. J'en prends acte, ça me fait plaisir. Mais je vous ai posé la question tout à l'heure très précisément. Vous dites aujourd'hui, il y a des associations musulmanes et c'est une rhétorique qu'on lit souvent, ces derniers temps, en tout cas ces derniers jours, dans la bouche de certains membres de votre parti. Il y a une prise d'otage de l'immense majorité des musulmans qui ne posent aucun problème. Donnez-nous des exemples. Le discours qu'on entend, où on vient régulièrement... la question des minarets, c'est... On va revenir régulièrement. Mais cette association des femmes, par exemple, en quoi elle vous pose problème? Alors, l'association culturelle des femmes musulmanes de Suisse, moi, elle me pose un gros problème. D'une part, je parlais tout à l'heure du soutien de l'Arabie saoudite. Alors, j'ai ici la page d'accueil du site internet de cette association. On y voit qu'elle œuvre avec l'aide et le soutien de l'Islamic Relief. J'imagine que ça, vous connaissez. Non, nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que l'Islamic Relief? Alors, l'Islamic Relief, c'est une ONG qui vise à aider les musulmans dans le besoin partout dans le monde. Donc, reconnu par les Nations Unies très officiellement. Tout à fait, tout à fait. Et cette donc attendez, laissez finir. J'y viens, bougez pas. Cet Islamic Relief a été fondé au même endroit et en même temps par les mêmes personnes que l'International Islamic Relief Organization. Et le problème, Monsieur Ramadan... Attendez, laissez finir, s'il vous plaît. C'est le Dr Rani Al-Banna qui a fondé ça en 1984, sauf erreur, en Grande-Bretagne. Et le problème, c'est que la branche philippine de l'International Islamic Relief Organization figure dans la liste des institutions canadiennes pour les organisations susceptibles de financer le terrorisme. C'est ça le problème. Mais quel est le rapport? Parce qu'elles ont été... Attendez, parce qu'il y a quelque chose... Attendez. Le rapport, c'est que manifestement, l'association culturelle des femmes musulmanes de Suisse, si l'on en croit le bureau du surintendant des institutions financières du Canada, qui n'est pas un plaisantin, ont le même sponsor. Alors vous voulez dire quoi? Que c'est financé par une organisation qui finance le terrorisme, c'est ce que vous voulez dire? Alors manifestement, l'argent vient du même endroit, si l'on en croit encore une fois, le bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Il y a une police fédérale, si c'était le cas, on imagine quand même que ça aurait pu être... Mais même l'argumentaire... C'est récent, ça date du 4 août 2006 que cette institution a été ajoutée. Attendez, alors plein de gens veulent répondre. Madame? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que jusqu'avant la guerre de l'ex-Yougoslavie, la religion, c'était une affaire privée.
Et après la guerre, il y a eu des gens qui ont pris en otage la communauté et qui n'osaient pas parler. Vous pouvez me donner un exemple, s'il vous plaît, de ce que vous avancez? Vous êtes le contre... Je suis albanaise du Kosovo. Vous êtes tout à fait le contre-exemple. Le problème, c'est que précisément... Non, vous me donnez l'exemple de ce que vous avancez. J'y viens. J'ai eu l'occasion d'aller débattre avec la communauté musulmane de Neuchâtel, où on m'a tenu un discours totalement différent du vôtre, et j'ai demandé, mais venez l'exprimer. On m'a répondu, on n'ose pas. Et c'est ça le problème. C'est que je ne vais pas pouvoir vous citer grand monde, puisque précisément ces gens ont peur de s'exprimer, et on ne peut pas leur donner entièrement tort quand on voit ce qui arrive à Robert Redeker, qui s'est exprimé de manière assez critique. Je vous parle de communauté musulmane de Neuchâtel. Je vous parle de la communauté albanaise qui fait partie de l'ex-Yougoslavie et que vous dites qu'il y a des extrémistes qu'ils ont pris en otage. C'est que j'ai cru comprendre, en tout cas, de vos propos. Alors, vous me parlez d'une communauté musulmane. Moi, je vous parle de cette communauté albanaise qui est en Suisse. Et à propos des extrémistes que vous parlez tout à l'heure, je suis vraiment désolée parce que moi, en tant qu'Albanaise, c'est un propos qui ne me concerne pas parce que je connais pas très bien ni la religion musulmane ni la religion chrétienne. Mais quand on parle des extrémistes et on prend en otage tout le monde, c'est vraiment regrettable. Je vois mal un musulman d'aller frapper dans les portes pour faire. Comme on voit partout des extrémistes, des sectes que je ne veux pas les citer, qu'ils frappent dans chaque porte. Je crois que chacun de nous a fait l'expérience. Pour dire qu'on ne parle pas des extrémistes, on doit parler des gens qui vivent correctement, qui sont des étrangers, comme nous tous. Mais madame, nous parlions Suisse. depuis le début de cette émission, nous sommes en train d'essayer de savoir si véritablement il y a un choc des valeurs entre les deux cultures. Monsieur Jean Romain, philosophe, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a véritablement, comme certains le disent aujourd'hui, un problème fondamental entre l'islam et nous, un choc des valeurs, comme certains le disent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est pas vrai. Je crois que l'islam est tout à fait compatible avec la démocratie, ou en tout cas avec nos valeurs. 8 siècles en Espagne, c'est énorme quand même. Le problème que l'on a, c'est pas avec la majorité des musulmans, parce que la majorité des musulmans sont tout simplement chez nous des citoyens comme tout le monde. Il se trouve que maintenant, il y a une exacerbation d'une minorité qui ne veut plus faire cette union, me semble-t-il, qui a été l'union autour de laquelle nous pouvions discuter, c'est-à-dire un mélange de la foi et de la raison. Et ce mélange-là, il est fondamental. Il n'a pas été toujours uni, ni dans le christianisme, ni dans l'islam. Et il se trouve maintenant que nous désertons un petit peu, me semble-t-il, notamment dans les grandes affaires que nous connaissons aujourd'hui, cette union. Et on exacerbe la foi. Et des extrémistes chez nous exacerbent la foi, et aussi bien du côté chrétien que du côté musulman, voire du côté juif, et nous désertons le seul terrain d'entente qui ne sera pas la foi uniquement, qui sera la rationalisation de la foi. Si nous séparons, pour être simple, Jérusalem d'Athènes, Jérusalem le monde de la foi et des 3 religions, Athènes le monde de la raison, si nous séparons cela, eh bien nous n'aurons plus ce terrain d'entente raisonnable, à défaut d'être rationnel, raisonnable, qui nous manque tant. Mais je crois qu'il y a une possibilité, et la possibilité est pour la majorité. Je crois qu'il ne faut pas exagérer et de dire que tous les musulmans, dans l'histoire de Redeker... Mais c'est le discours qu'on entend ces derniers temps. Bien, d'accord. Il y a une exacerbation de certaines choses parce que, disons, pour être simple, depuis le 11 septembre 2001, il y a eu une sorte de succession, de rafales de faits qui ont monté la pression et qui font qu'il y a une méfiance. Tant que nous ne pourrons pas casser cette méfiance et revenir sur un terrain rationnel et pas se lancer à la figure des anathèmes, il n'y aura pas un vivre ensemble, me semble-t-il, qui sera possible. Et je crois que nous devons travailler, non pas à exacerber une minorité, c'est une minorité de gens qui ont condamné Redeker, c'est une minorité de gens, mais nous devons permettre à d'autres voix et moi je suis assez d'accord, c'est la première fois que j'entends des gens qui sont musulmans, qui se réclament, n'est-ce pas, et qui ne sont pas athées, mais qui se réclament d'une religion et qui disent il y a un vivre ensemble possible à condition que nous désertions justement le monde de la foi exclusive pour essayer de le panacher avec la raison. Mais j'aimerais vous répondre à ça parce que ça fait quand même 20 ans en tout cas que je tiens ce discours. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est le discours que je tiens, un discours qui est fondé sur l'alliance
de la foi que l'on peut avoir pour soi et de la raison et du caractère raisonnable du vivre ensemble. Je suis très étonné que vous disiez que ce soit la première fois que vous l'entendiez. Mais plus que cela encore, je crois que vous avez parfaitement raison sur les présupposés de notre vivre ensemble. Et il y a une co-responsabilité. La première, c'est la responsabilité de la communauté musulmane elle-même de tenir un discours extrêmement clair sur le caractère contraignant de la loi et de son respect. Ce discours-là, aujourd'hui, en Suisse, est quasi unanime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des réactions, même à Redekert ou on n'en a pas entendu beaucoup en Suisse qui étaient extrêmes, même par rapport au pape, même par rapport aux caricatures. Donc je crois qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'en Suisse, l'atmosphère est encore au débat, est encore à l'approche raisonnable. Retenons cela. Premier élément. Deuxième élément quand même qui est important, c'est aussi la co-responsabilité de la société suisse en général. Et là, aujourd'hui, nous avons des apprentis sorciers. Le discours de l'UDC entretient la peur et entretient la peur de cet autre qui met en danger notre identité et passionne les débats. Monsieur Ramadan, est-ce que vous êtes sûr que le discours de l'UDC ne rejoint pas quand même des préoccupations tout à fait réelles de la population suisse? On le voit, on l'a vu très très clairement sur notre site. Il y a énormément de réactions aux demandes de minarets, au port du voile, etc. Alors, ça rejoint. Pour répondre du tac au tac à votre intervention, oui, il y a des préoccupations de la population suisse. Et c'est une évidence, et c'est normal que quand on voit arriver une population qui était invisible il y a quelques années, il y ait des préoccupations, il y ait des tensions, c'est normal. Ce que je reproche à l'UDC, c'est de surfer sur ces craintes pour en faire un outil populiste d'attraction. Alors, ma réponse à cela, elle est que ce qu'il nous faut au niveau local, c'est de tenir compte de ces préoccupations. Il y a des questions légitimes de la population suisse. Qu'est-ce que vous voulez en tant que musulman? Comment est-ce que vous allez être dans les écoles? Il faut qu'on puisse entrer dans un débat raisonnable au niveau local entre des citoyens qui se respectent. Et ça ne se fait pas par l'utilisation électoraliste des peurs pour gagner des voix. Alors, madame, vous voulez réagir? Vous êtes donc, que je vous présente, vous êtes d'origine algérienne, suissesse de passeport. Vous avez épousé pas encore. Oui. Vous êtes en train de faire les démarches. Vous avez épousé, donc vous avez épousé un Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette discussion? Moi, d'abord, j'aimerais dire à M. Ramadan que, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que je trouve que vous êtes un homme assez raisonnable. Mais je ne vous connais pas directement, donc je vous connais à travers les médiatisations. Mais ce que j'aimerais vous dire, que ça fait 3 ans et demi que je vis en Suisse. On ne m'a pas demandé que je renonce à ma religion pour être intégrée. Je suis tout à fait acceptée en Suisse. Je me sens suissesse même que je ne le suis pas d'abord encore. C'est le cas pour beaucoup de gens. C'est le cas de beaucoup de gens. Primo et secondo, je comprends tout à fait l'UDC, le parti UDC. Je comprends tout à fait la Suisse qui se protège. Si l'UDC aujourd'hui s'oppose à la construction des minarets parce qu'il trouve que ça ne correspond pas avec l'architecture suisse, je respecte tout à fait ça. On est en Suisse, on a le droit de faire ce qu'on veut chez nous. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des minarets en Europe? Puisque, que je sache, on peut faire la prière. On peut mettre le réveil, ou il y a même des programmes d'ordinateur qui appellent à la prière, il n'y a pas de problème. On lance une polémique inutile là-dedans. Et puis, je pense que la religion musulmane, la vraie religion que j'ai connue moi, elle est tout à fait compatible avec l'Occident, parce qu'elle prêche d'abord la paix, deuxièmement, elle prêche la cohabitation et le respect entre les religions. Et aujourd'hui, malheureusement, les musulmans, ce qu'on est en train de subir en tant que musulmans, je suis triste à cause de ça. En quelque sorte, on le mérite. Pourquoi? Parce qu'on est auteur et responsable de ce qui nous arrive. Auteur et responsable, auteur et victime de ce qui nous arrive. Auteur parce que je ne parle pas de tous les musulmans, de la minorité qui a parlé au nom de l'islam, qui s'est donné le droit de faire des attentats au nom de l'islam, alors que l'islam est innocent. Pas en Suisse, on est d'accord. Oui. Mais c'est intéressant parce que vous êtes vous. Mais l'islam est innocent de ces gens-là. Je le dis, même si, mais ça peut gêner des gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, on paye tous pour ça. Moi, ce que j'aimerais dire, M. Ramadan, je vais vous poser une question. Si M. Yvan ou n'importe quel chrétien supérieur veut aller dans un pays musulman et il aimerait construire une église, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va permettre que je vous donne quand même votre nom. Vous êtes Madame Fatia Abiss-Reitinger. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une remarque qu'on a souvent entendue sur notre site. Il faut une réciprocité. Dans le fond,
qu'on vienne les musulmans suisses ou les musulmans de Suisse qui demandent des minarets, qui demandent des exceptions. C'est une minorité encore une fois, mais pourquoi pas la réciprocité? C'est une remarque qu'on a souvent lue. Bon, elle est légitime sur le plan global, elle l'est moins sur le plan du discours que nous avons. Sur le plan global, il y a quand même un certain nombre de pays, une très grande majorité de pays majoritairement musulmans dans lesquels il y a des églises et qui sont présentes et qui ne sont pas discriminées comme on l'entend. Il y a des discriminations, mais il y a des églises dans le monde musulman aujourd'hui. Ce qu'il faut mettre en évidence, ce que je peux faire de là où je suis, c'est de pouvoir avoir un discours extrêmement clair en tant que musulman, qu'au nom de l'islam, il faut donner l'autorisation aux chrétiens de pratiquer. Mais vous ne pouvez pas de pratiquer, d'avoir leur église. Et c'est ce que je le dis, je l'ai écrit et je l'ai dit en termes musulmans. Mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui, faire du chantage sur le droit suisse en disant si vous ne nous donnez pas nos droits là-bas, nous ne vous les donnons pas ici. Le droit n'est pas une question de commerce. Il faut être cohérent avec ces principes. Parce qu'alors, sinon, moi je suis ici pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en Suisse? Je suis ici parce que mes parents ont échappé à une dictature. Et vous devriez me rendre responsable des dictatures là-bas. Je n'ai rien à voir avec ça. Je dénonce le manque de liberté là-bas. Et ce que je demande, c'est qu'on puisse vivre comme citoyen. Mais j'aimerais juste vous dire une chose sur parce que ce qui a été dit ici sur les minarets, c'est pas ça. J'ai dit et répété que ça n'était pas une nécessité. Mais le problème, c'est pas ça. Derrière le fait qu'on ne veut pas de minaret en Suisse, c'est de dire vous les musulmans, vous les citoyens suisses de confession musulmane, vous êtes acceptés dans notre pays tant que vous êtes invisibles. Alors on va permettre à M. Perrin. Excusez-moi, non, c'est M. Perrin qui est interpellé. M. Perrin, dans le fond, est-ce qu'un bon musulman, c'est un musulman qu'on ne voit pas? C'est un peu ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Un bon musulman, comme un bon catholique, comme un bon protestant, comme un bon sikh, comme un bon tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui pratique la religion dans la sphère privée. C'est tout. Nous sommes dans un État laïque, il y a une stricte séparation entre le religieux et le politique, et ça doit perdurer. C'est 1000 ans d'évolution pour arriver à justement ce qu'on sépare ça. Le problème, encore une fois, c'est qu'on a affaire à quelques interlocuteurs qui, encore une fois, se sont autoproclamés ambassadeurs exclusifs, qui souhaitent qu'on fonde... Eh bien, écoutez, nous sommes ici à Genève, il n'y a pas si longtemps, 2 Algériens ont appelé depuis le serveur de l'université au massacre des chiites chrétiens. Personnellement, ça me pose quand même un petit problème. Voilà. Ça me pose quand même un petit problème. C'est l'anecdote qui généralise tous les Algériens en Suisse. Mais on a bien compris votre position. Il y a encore 2 personnes ce soir qui ne se sont pas exprimées, que j'aimerais quand même entendre. Non, attendez, monsieur, nous arrivons bientôt à la... Non, nous arrivons... C'est extrêmement grave de prendre le cas de 2 Algériens qui ont téléphoné pour laisser entendre que les musulmans et les Arabes qui sont présents en Suisse sont dangereux. C'est ça le vrai discours. Et ça, je suis désolé, ça s'appelle du racisme caractérisé. Alors, ça, monsieur, moi, je ne ris pas là-dessus. Monsieur Larbi Ghesmi, vous êtes un opposant politique d'origine tunisienne, vous habitez Neuchâtel, vous êtes un ancien imam, hein, vous m'avez dit que vous ne l'étiez plus aujourd'hui, imam à Neuchâtel. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces échanges? Je précise que vous avez manifesté sur la place fédérale contre ces dessins, ces caricatures de Mahomet. Est-ce que vous rebellez contre le discours de l'UDC? Est-ce que vous estimez qu'on peut aujourd'hui être très facilement musulman et suisse, que ça ne pose aucun problème? Oui, je me rebelle, oui, mais je dis que je me rebelle dans le cadre du possible, en utilisant les moyens qui sont permis par la loi dans ce pays. Je trouve que le discours de l'UDC est un discours, je dirais, basé sur des préjugés vraiment qui sont archi-faux. Et au lieu de parler avec les musulmans, on parle des musulmans et on fait l'image qu'on veut des musulmans et ainsi on met la population sur la... Mais attendez, monsieur, pourquoi êtes-vous allé manifester contre les caricatures? Dans le fond, on est dans un pays où il y a une liberté d'expression, où la religion... j'ai pas contraint la liberté d'expression, je l'ai pratiquée. Je suis allé m'exprimer, j'ai rien fait de mal. J'ai le droit de m'exprimer, je suis allé m'exprimer dans le cadre de la paix. J'ai pas fait quelque chose qui est contraire à la loi. J'ai dit ce que j'ai dit. Je l'ai dit en français encore pour que les gens le comprennent. Bien que c'est pas ma langue maternelle, je m'exprime beaucoup mieux en arabe. Mais je l'ai dit
en français pour que les gens le comprennent. J'ai dit il faut. Et vous admettez ou vous n'admettez pas qu'on puisse aujourd'hui vivre dans un pays où on caricature, où on se moque de la religion, parce que c'est aussi une possibilité. Oui, mais ce que j'admets pas, c'est qu'on bloque la discussion, on bloque le dialogue. Ça, je l'admets pas. Et c'est ça ce qu'on veut faire. On dit aux musulmans, taisez-vous, on fait de vous ce qu'on veut. On est en train, en quelque sorte, d'instaurer une dictature douce en Suisse. Alors là, on est l'UDC, le langage de l'UDC et la politique de l'UDC. Moi, je trouve que c'est une menace à long terme. C'est une menace aux valeurs de la Suisse. La Suisse est réputée pour son respect des droits de l'homme. La Suisse est réputée pour sa démocratie. C'est même le berceau de la démocratie. Je la considère personnellement comme telle. La Suisse est réputée pour son caractère humanitaire. Et l'IDC, en prenant des échantillons qui ne sont pas du tout représentatifs des musulmans et en faisant des extrapolations malsaines, il était en train... On va permettre à l'UDC de répondre, mais j'aimerais juste encore donner une fois la parole avant de conclure. Je vous donnerai la parole à Jean-Romain. Est-ce que dans le fond, toute cette discussion, vous avez cité plusieurs fois Redekert, c'est donc ce philosophe, on en a parlé, français, qui a publié un article extrêmement virulent sur l'islam et la violence et qui aujourd'hui est menacé de mort et doit se cacher. Est-ce que si on n'y prend pas garde, en Suisse, on pourrait un jour avoir ce type d'événement, d'incident? Est-ce que le danger est là? Encore une fois, c'est une minorité qui a condamné Redekert et pas la majorité des gens que je connais et j'imagine pas la majorité des musulmans d'où qu'ils viennent. Le problème, c'est que Redekert est un philosophe et il va sur la place publique, il fait le travail d'un philosophe, c'est-à-dire qu'il prend la parole et il a le droit de le faire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Il a le droit de le faire dans certaines limites et alors on peut discuter s'il a dépassé ses limites ou pas. Ça, c'est une autre discussion. Mais il se trouve que la pensée philosophique chez nous, c'est toujours confronté à cette sorte d'insolence depuis Socrate. On a tué Socrate, on veut tuer Redekert, ça me semble assez qui donc? Alors, je dis une toute petite minorité, on est bien d'accord. Est-ce que la menace est là, comme semble croire certains? Non, je ne crois pas que la menace soit généralisée. Il se trouve que c'est un cas. Redekert est un homme qui a écrit un certain nombre de livres tout à fait intéressants, qui les a argumentés, mais le rôle du philosophe est de justement se faire de temps en temps la mouche du coche, même si par certains côtés, c'est dérangeant, mais s'il fait ça, alors le philosophe n'a pas seulement un droit... Attendez, parlons des musulmans. Je termine. Si le philosophe fait ça, il n'a pas seulement un droit, il a un devoir. Et son devoir, il est double. Le premier, c'est d'argumenter. Si on n'argumente pas, le philosophe, on lui coupe ce qui fait son autorité. Et le deuxième droit et devoir qu'il a, c'est d'essayer de fonder, grâce à des citations, grâce à des références, ce qu'il est en train de dire. Il me semble que dans cet article, il l'a fait sans doute pas assez. Sans doute cet article a été tombé au mauvais moment. Qu'est-ce que ça indique, Monsieur Ramadan, rapidement sur cette... Est-ce que ce genre d'affaires qui maintenant... bouleverse la France. Un homme, un philosophe qui a le droit de penser dans le fond ce qu'il veut, produit un papier qu'on a le droit de trouver haineux, faux, enfin qui est une liberté d'expression et le voilà menacé de mort. Est-ce que, comme semble le dire, notamment l'UDC, que si on n'y prend pas garde, on pourrait un jour avoir affaire aussi en Suisse à ce type de mouvement extrémiste? Est-ce que vous entrez en matière? Non, mais bien sûr qu'on entre en matière, mais les principales victimes de ce qui est en train de se passer en France, c'est quand même les musulmans dans leur majorité. On le condamne, ça, la très grande majorité des instances et des individus en France ont dit non à la condamnation. Il a le droit de le dire, ce qu'il a envie de dire. Ce qu'il dit, à mon sens, est grossier et stupide, mais il a le droit de le dire. Il faut quand même que vous entendiez que ceux qui sont les plus les victimes les plus directes de tout ce battage-là, c'est quand même les musulmans qui sont sur la défensive. Il y a quand même un homme, un philosophe qui est menacé de mort. Non, bien sûr. Non, mais attendez, je veux pas. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que si on n'y prend pas garde, comme le dit l'UDC, en prenant des mesures, en mettant véritablement sur le papier des principes, on risque aussi en Suisse... Répondez-moi, répondez à la question. Vous ne pouvez pas vous en prendre à tous les musulmans pour pouvoir, si vous voulez, cantonner... Non, là, on ne parle pas de tous les musulmans, on parle d'un musulman. Non, pas d'un musulman. Il y a un petit groupe.
effectivement de gens radicalisés et qui ont fait cela, on les condamne. Mais ceux-ci, il faut s'en prendre à eux, ils agissent en dehors de la loi, il faut s'en prendre à eux. Mais on ne peut pas, pour agir contre ceux-là, tenir un discours sur l'ensemble des musulmans qui tiennent une menace. Là, cette généralisation, elle ne tient pas. Alors rapidement, non, on arrive à la fin. Je suis désolée, vous aurez l'occasion, après cette émission, de poser des questions. Beaucoup de gens... Aux étrangers, oui, mais il y a encore une personne que j'aimerais... Il y a encore une personne... de respecter la Suisse. D'accord. Il y a une personne que j'aimerais entendre. On a parlé beaucoup de vivre ensemble durant cette émission. On s'est envoyé des accusations de racisme. Il se trouve qu'il y a une commission fédérale qui s'occupe précisément de questions liées au racisme. Madame Boel-Sandbrook, vous avez produit un rapport qui est le ton est assez alarmant. Vous semblez constater aujourd'hui des tensions entre les communautés et notamment des tensions dont sont victimes les musulmans. Oui, bien sûr. C'est connu depuis pas mal d'années déjà. Il y a des rapports qui l'attestent de diverses universités. Il y a beaucoup de sources qui remontent à la commission aussi. Et je crois l'avoir déjà dit à la sortie de ce rapport il y a un mois environ, les discriminations sont bien réelles. Mais je parle ici de discrimination d'une part au niveau religieux. Nous avons entendu ici qu'il y a des droits et des obligations. Et moi, je préfère situer le débat sur le niveau des droits et des obligations et non pas au niveau des valeurs, si vous permettez. Et à ce niveau-là, il est clair que le droit de pratiquer sa religion vaut pour tout le monde qui vit en Suisse, les étrangers, les Suisses naturalisés, puisqu'il y a des gens qui font maintenant des distinguos. Et donc là, il n'y a pas de doute, les musulmans, qui sont très divers, dont il n'y a que 15% environ, semble-t-il, qui pratiquent, ont le droit à pratiquer leur religion dans les édifices religieux. Voilà. Mais il y a des discriminations. La majorité des discriminations se fondent sur les préjugés dont il a été question ici, et l'amalgame qui est fait, et c'est là ce racisme, je crois, qui a été évoqué ici, d'identifier, au fond, toute personne qui a un nom ou de consonance religieuse musulmane a une religion, et en plus a une religion violente. Ça, c'est le racisme culturel, de dévaloriser les personnes en vertu. Les propos de l'UDC sont racistes? Pas l'ensemble des propos, mais ce qu'on a entendu, notamment cette espèce de mise en scène, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, de M. Scherer ce matin, qui est une provocation. Il n'est pas UDC, hein. Il n'est pas UDC du tout. Non, alors on va le voir, c'est donc le chef de la police viennoise qui est du parti des automobilistes, si je me trompe. Cette provocation, c'est jouer avec le feu, c'est de provoquer aussi un immense gâchis sur le vivre ensemble. Juste pour dire qu'une des conclusions de notre rapport, c'est que la Suisse a peut-être plus de moyens que d'autres pays autour de nous de réussir une intégration et un vivre ensemble de toutes ces composantes, et les musulmans sont ici, sont venus pour rester. D'accord. Voilà. Alors nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Je vous demanderai rapidement à l'un et à l'autre de conclure. Bon, on l'a dit, il y a 340 000 musulmans officiellement recensés en Suisse. Comment envisagez-vous cette cohabitation? Alors, juste préciser que je me distancie formellement de la photo que vous venez de... Absolument, il est bien clair. D'ailleurs, ça n'est pas de l'UDC, je l'ai bien dit, donc je tiens à ce que ce soit très clair. Et nous ne pratiquons pas la politique de ce monsieur qui consiste à provoquer une communauté. Simplement, ce qui se passe maintenant, nous avons un cadre. Nous devons discuter, nous devons apprendre à nous connaître dans ce cadre, mais ce cadre n'est pas négociable. C'est ça que je veux dire. Le cadre, la Constitution n'est pas négociable. Si on souhaite changer la Constitution, on peut le faire par le biais d'une initiative. On verra bien, le peuple se prononcera. Monsieur a parlé du berceau de la démocratie, je le remercie. Mais ce cadre n'est pas négociable à l'heure actuelle. Point. D'accord. Rapidement. Oui, écoutez, moi je suis d'accord. J'ai toujours dit que le cadre n'était pas négociable et que le cadre est à respecter. Ceux qui veulent changer la loi, par exemple, sur la question des mosquées, c'est pas nous pour l'instant, puisque ça le permet. Donc, moi, je crois que c'est pas une question simplement de droit. Le droit, on est tous d'accord, il faut le respecter. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut demander à tous les citoyens qui nous entendent, c'est effectivement de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, eux, à leur niveau, pour sortir de leur ghetto culturel ou religieux ou intellectuel, pour aller vers l'autre. Parce que la seule façon de s'en sortir, pour pouvoir établir ce que dit d'ailleurs le rapport de la Commission fédérale sur le racisme, c'est effectivement la meilleure connaissance mutuelle, entrer en contact. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on stigmatise un parti ou un gouvernement.
Moi, je le fais, mais ça ne suffit pas, je crois. Je le fais avec fermeté parce que je crois que c'est le péril de la Suisse. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut demander aux citoyens, c'est vraiment de sortir de nos ghettos respectifs et d'établir une vraie connaissance mutuelle pour une vraie confiance sur le terrain. Et c'est ça qui fera qu'on se reconnaîtra comme citoyen. D'accord. Alors, je crois qu'en tout cas, sur ce point précis, vous pourriez à peu près être d'accord. Merci en tout cas à tous nos invités. Évidemment, nous aurons largement l'occasion de reprendre cette question puisqu'on va beaucoup en parler, notamment d'ici les élections fédérales. Merci en tout cas à tous nos invités. Continuez à dialoguer sur notre site infrarouge.tsr.ch. Vous avez déjà été très nombreux à le faire. Je vous encourage à faire un tour sur ce site après l'émission. La semaine prochaine, Michel Zendali sera cette fois-ci au bâtiment des forces motrices, au BFM à Genève, pour une opération spéciale avec temps présent. Opération spéciale sur le réchauffement climatique, tout autre thème. Ce sera jeudi et non pas mardi, jeudi prochain, 12 octobre, et cela dès 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.